Dans le mirage des Papaya Rules, McLaren s'est égaré en plein désert pour nous offrir, en grand dessert, une lutte à 3 à Yas Marina. Valide ton paddock pass, prends place, c'est là que ça se passe. On débriefe le Grand Prix du Qatar. Salut les amis, ravi de vous retrouver. C'est Paddock Pass, ton nouveau rendez-vous F1 sur la chaîne YouTube RMC Sport avec la crème de la crème du chroniqueur sport automobile dans ce pays, dans le monde, dans l'univers. J'ai nommé pour commencer Monsieur Hamza Ramani. Toujours plus. Toujours plus. Ça va ? Ouais. Mais écoute, vu le scénario de cette fin de saison, je pense que là il n'y aura que des superlatifs les gars dans cette émission. On a passé un super dimanche. Waouh, que ce sport est passionnant. En fait, je sais pas si on a passé un super dimanche parce que la course devait être soporifique. Elle l'a et été. Que finalement, justement sur l'aspect stratégique, sur le rythme de course, moi j'étais tenu en haleine sur l'intégralité du Grand Prix. Ah mais tout pareil, mais pas en termes d'action en piste. Oui, bien sûr. En action cérébrale, stratégique. Dans un monde normal, on aurait eu une course sprint sur 57 tours, je crois. Mais Pierre Gasly a décidé de taper Nico Hülkenberg. Et ils veulent rentrer tout de suite dans le vif du sujet, nos deux amis. Ils ont hâte d'en découdre. Monsieur Brice Germain est avec nous aujourd'hui. Ça va, mon Brice, semaine un peu difficile. Ouais, compliqué, ouais. En ce moment, quand il y a un avion qui tombe, c'est pour tes potes. Ah ouais, On peut le vraiment, dire, ça peut j'ai pas être un peu le une concept. poisse, mais incroyable. Là, j'ai passé la moitié de la nuit dehors. Voilà. D'accord. Donc, je suis un peu catastrophiquement atteint, mais ça va. Non, franchement, ça se voit pas. Tu vas Non, être bon, toi, moi, je le sens. T'inquiète. Non, t'inquiète. Nos fans les plus avisés le savent. Les gars, on s'est régalé. Grand Prix du Qatar qui va nous offrir une finale à 3 dès la semaine prochaine à Abu Dhabi pour Yas Marina. Et nous, on va débriefer justement ces 57 tours absolument dingues. Et on va justement découvrir dans quelques instants quels sont les 4 enseignements. Juste pour commencer cette émission, c'est une mini parenthèse, mais il faut absolument en parler. Vous connaissez mon instinct un petit peu franchouillard à certains moments. Et je voulais qu'on commence par un grand cocorico, les gars. Sébastien Ogier qui rentre dans la légende, qui rejoint un autre Sébastien Loeb au panthéon du sport automobile et des champions du WRC. La victoire de Victor Martins en F2. On n'oublie pas le titre de Dorian Pain, championne F1 Academy la semaine dernière. On n'oublie pas non plus, parce qu'on n'a pas pu en parler, Théophile Naël qui a brillé du côté de Macao. Oh oui. Voilà, je voulais juste qu'on commence cette émission en citant ces noms parce qu'ils nous ont fait vibrer et ils font briller surtout le sport automobile français. C'était important. Oui, Voilà. oui, c'est important, mais c'est vrai que là, on récapitule un peu tout, mais quand même, depuis 5 ans, notre nation est en train de monter en puissance sévèrement en sport auto et dans toutes les catégories. Tu prends même également Quartararo, on a très peu parlé de ça, et même Zarco, mais au final, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu autant de Français bien placés dans des catégories de motorsport Vivement le Grand Prix de France la saison prochaine. à Dijon-Prenois. Non, mais c'est vrai, t'as raison de le dire, on n'a plus de Grand Prix, on n'a quasiment plus d'écuries. Bref, en tout cas, on peut se féliciter, on félicite surtout la Fédération française du sport automobile parce qu'ils y sont pour quelque chose, en tout cas dans l'ascension de tous les noms qu'on vient de vous donner, que ce soit sur piste ou que ce soit bien sûr en rallye. Le résultat du Grand Prix du Qatar, on revient à la Formule 1 et on se replonge dans un Grand Prix qui a été particulier, qui a vu la 70e victoire de Max Verstappen en carrière, la 7e dans cette saison. Il égalise le total d'Oscar Piastri, le total de Lando Norris. Piastri justement piégé, qui a terminé 2e, qui a pris 18 points. Le 2e podium dans cette saison pour une Williams et pour Carlos Sainz. 10 ans que Williams n'avait pas connu de podium dans la même saison. Lando Norris échoue à la 4e place et on va vous expliquer pourquoi. Antonini termine devant Russell qui a été un petit peu marabouté lui aussi dans ce week-end. Fernando Alonso qui a joué aux autos tamponneuses et qui prend la 7e position. C'était le petit bouchon, le train DRS Fernando Alonso. Charles Leclerc première Ferrari 8e, Liam Lawson 9e et puis Yuki Tsunoda qui conclut ce top 10 avec ce petit point. La radio du week-end, les gars, c'est un sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui. La radio du week-end, elle vous est offerte par Ferrari et Charles Leclerc. Aujourd'hui, regardez cet échange. Brian Botti qui dit au 11e tour à Charles Leclerc: tu es la voiture la plus rapide dans le virage 12. Réponse de Charles Leclerc: je suis lent, Brian, arrête un peu avec ça. Voilà pourquoi on ne parlera pas de Ferrari, les gars, parce que ça a été cataclysmique. C'est comme une statistique en foot ou en Ligue 1 qui te dit t'es la meilleure équipe entre la 47e et la 49e minute. T'es l'équipe qui marque le plus de buts entre la 47 et la 49e. C'est l'Orient, du coup. Généralement, mais comment tu peux avoir le culot le culot de dire ça et d'avoir le 9e rythme ce week-end, c'est... Je pense qu'ils sont tellement en nervous breakdown qu'en fait ils cherchent à aller chercher le positif. À une échelle, motiver. je sais que je fais que spoiler, mais à une échelle autre
c'est exactement le même principe que Bono qui dit à Hamilton non, on aurait perdu la track position à Abu Dhabi 2021. Et Will Joseph hier qui dit à Lando Norris oui, mais ils n'ont aucune marge sur la stratégie. Ils n'ont pas de flexibilité. Ouais. Sauf sur les ailerons et sauf sur le pilote, malheureusement. On va en parler dans quelques instants. Pardon, j'y vais. Vous comprenez, mais t'as raison. Je sais que vous avez hâte d'en découvrir. Moi aussi, la nuit a été trop longue. En tout cas, j'avais hâte de parler de ce Grand Prix avec vous. Vous comprenez pourquoi on ne parlera pas de Ferrari aujourd'hui. Mais on va parler d'un programme spécial, bataille finale, lutte finale dans cette saison 2025. Regardez les 4 enseignements. McLaren, à vouloir partager la couronne, on décapite des rois. C'est une question que l'on pose et on reviendra sur un 7e tour qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a peut-être sacrifié l'un des 2 pilotes McLaren. Oscar Piastri, enfin le rebond pour l'Australien, mais en vain, c'est la question qu'on va se poser. On a retrouvé Oscar Piastri et pourtant c'est lui qui semble faire la pire opération au championnat. Verstappen, est-ce que les Papaya Rules ont-elles finalement choisi leur camp? On va se projeter sur le Grand Prix d'Abu Dhabi et revenir sur la performance du Néerlandais ce week-end. Et puis, la 4e question, qui sera le nouveau Vitaly Petrov de 2025? Qui sera l'homme qui pourra peut-être être l'arbitre de cette saison 2025 et de cette lutte à 3? On fait écho bien sûr à la lutte de 2010 et on fait écho au héros de 2010, Vitaly Petrov, qui avait privé Fernando Alonso. Je suis pas sûr que tous les deux vous considérez comme un héros. Je l'ai dit avec beaucoup de second degré. C'est vrai que c'est moi qui ai écrit le On scénario. rappelle que Vitaly Petrov, pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui ne regardaient pas la Formule 1 à l'époque, était chez Renault et était devant Fernando Alonso qui était en tête du championnat du monde avant le Grand Prix. Et Fernando Alonso, après son arrêt, n'a pas réussi à passer tout au long de la course Vitaly Petrov, ce qui a permis à Sébastien Vettel, qui était 3e au championnat, de dépasser et Mark Webber et Vettel au championnat pour finir champion du monde. On rappelle qu'à l'époque, ils étaient 4 pour se battre pour le championnat avant le dernier Grand Prix. Pour la première fois depuis 2010, on a 3 pilotes qui sont en lutte pour le championnat du monde au moment du dernier Grand Prix. Je rappelle aussi que Sébastien Vettel avait 15 points de retard sur Fernando Alonso, donc sur la tête du championnat à l'issue de l'avant-dernier Grand Prix, et qu'aujourd'hui Max Verstappen en a 12 sur le leader et que Oscar Piastri en a 16 sur le leader. Je vois où tu veux en venir. Mais aujourd'hui, parallèle historique. Il y a le DRS. Vitaly Petrov, j'avais écrit une lettre de menace de mort quand j'étais jeune, mais j'ai jamais envoyé. Je tiens à le dire. Oh. J'étais dégoûté en 2010. J'étais jeune. Vu les commanditaires de la carrière de Vitaly Petrov, t'as bien fait pas l'envoyer quand même. Autre modification très importante, le circuit d'Abu Dhabi aussi évolué. Exactement, notamment dans le 3e secteur. On favorise les dépassements, en effet, où on se favorise un peu plus les dépassements. Les gars, on a vu les 4 enseignements. Fonçons tout de suite justement sur le premier enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de chez McLaren dans ce 7e tour? Est-ce qu'ils se sont auto-sabordés et comment en sont-ils arrivés en tout cas à la conclusion qu'il ne fallait pas s'arrêter? On rappelle la règle élémentaire du côté du Qatar, la stratégie imposée par la FIA, stratégie imposée à 2 arrêts, c'est-à-dire que les pilotes étaient obligés au maximum de faire des relais de 25 tours sur leur pneumatique pour éviter justement toute crevaison et toute conséquence, on va dire, dramatique en termes de sécurité. Au 7e tour, patatras, on rappelle que la course en comporte 57. 7e tour, il y a un crash entre Nico Hülkenberg et Pierre Gasly. La direction de course décide alors de faire intervenir la safety car et on est entré dans une fenêtre absolument idéale, notamment pour purger un arrêt obligatoire gratuitement. On va faire un petit exercice comptable. Ça faisait 7 tours que les voitures roulaient, il restait 50 tours à faire. Les 2 relais imposés sont de 25 tours, c'est-à-dire qu'en s'arrêtant au 7e tour sous régime de safety car, les pilotes s'offraient un arrêt gratuit et n'avaient plus qu'à avoir un arrêt un petit peu plus tard pour justement avoir ce double relais de 25 tours. À la fin du 7e tour. Tout à fait, exactement, à la fin du 7e tour. Pourquoi tout le monde s'est arrêté à partir de là, sauf McLaren? Ça, c'est la grande question qu'on a envie de se poser. Tenter le double arrêt justement au moment de l'intervention de cette safety car, était-il trop risqué? Et puis la question finale, on va pas y répondre tout de suite, mais est-ce que McLaren a-t-elle eu peur de sacrifier Lando Norris? Je sais que vous allez être offensif, alors ce que je vous propose les gars, c'est qu'avant de développer, on va donner la parole à la défense. Parce qu'hier, on a eu un exercice de communication chez McLaren encore fameux et fastidieux. On va commencer avec Zak Brown. C'était sur la F1 TV, juste après la course. Regardez cet exercice de calinothérapie qui, je sais, va vous régaler. On a pris la mauvaise décision, nous dit Zak Brown. On se sent mal pour Oscar et Lando. Notre évaluation sur la safety car à ce moment-là était incorrecte. On ne voulait pas changer ce qu'on avait décidé de faire avant la course. C'était dangereux de décider autrement et de faire rentrer Lando. Mais ce qu'on avait évalué n'a pas fonctionné en notre faveur. On va devoir faire
un gros câlin à Lando, un gros câlin à Oscar, car on les a laissés tomber ce week-end. C'était quoi cette évaluation qui a déconné du côté de chez McLaren? Où est-ce qu'ils se sont trompés? Andrea Stella nous a donné un peu plus d'éléments. C'est toujours sur la F1 TV, toujours dans le débrief après course. Andrea Stella nous dit: la réflexion côté McLaren était que le trafic soit un problème, mais ce n'a pas été un élément, car tout le monde a décidé de s'arrêter en même temps, et quand tout le monde décide de le faire, ça rend le fait de s'arrêter comme étant la bonne décision. Il aurait pu y avoir une perte pour Lando si nous avions fait rentrer les deux voitures, mais la raison principale reste que nous ne pensions pas que les autres s'arrêteraient. On voulait garder de la flexibilité en course en cas d'autres voitures de sécurité, ce qui nous aurait aidé, mais il n'y en a pas eu d'autres. On aurait donc dû s'arrêter au tour 7. Est-ce que vous croyez, les gars, à la bonne foi des explications chez McLaren? Et forcément la question sous-jacente, pourquoi McLaren ne s'est pas arrêté au 7e tour? Il y a un élément qui est fondamental dans la justification et de Zak Brown et de Andrea Stella, mais c'est surtout Zak Brown qui l'a évoqué. C'est le côté, on avait une stratégie de base que l'on avait planifiée en amont et on ne voulait pas perturber cette stratégie initiale. Mais la Formule 1, c'est avant tout anticipation, mais surtout adaptation. Si tu ne t'adaptes pas aux éléments, si tu ne t'adaptes pas aux situations de course, aux modifications, aux safety cars ou voitures de sécurité virtuelles, aux stratégies aussi des autres équipes, mais tu es voué à ne pas gagner. Et en fait, c'est l'illustration même, ce propos illustre toute la problématique McLaren que l'on a depuis des mois et des mois. Dans un monde normal, avec une écurie qui, en termes de stratégie, n'est même pas brillante, juste utilise tous les moyens pour s'adapter à des situations, à des configurations de course, McLaren aurait déjà verrouillé le titre pilote. Au-delà même de la gestion des pilotes. Là, c'est vraiment un aspect basique de la stratégie qui, moi, j'étais halluciné hier d'entendre justement qu'il ne voulait pas bousculer la stratégie initialement établie en avant-course. Sincèrement, je suis choqué, d'autant plus que on le dit, tout le monde le dit chez les autres équipes, les justifications d'après-course, il était naturel pour tout le monde de s'arrêter au 8e tour s'il y avait une voiture de sécurité. Jonathan Whitley, le boss de Sauber, Sauber, pas encore Audi, de Sauber, disait: nous, notre stratégie avec Nico Hülkenberg, c'était de le faire démarrer en tendre, de s'arrêter au 7e tour et de s'arrêter au 32e tour. Il se trouve que Nico Hülkenberg a été le malheureux... la malheureuse victime de ce crash avec Pierre Gasly, mais sinon c'est une stratégie qui était déjà prête avant même d'avoir une voiture de sécurité ou quelconque situation de course qui perturbe justement le déroulé de la course. Chez Sauber, on avait prévu cela, et moi il y a un autre, je suis tombé sur ce tweet hier soir après la course, mais c'est un tweet qui date du début de journée, donc avant même la course, de Russ Buscombe, qui est une ancienne stratégiste notamment chez Alfa Romeo, qui a connu Charles Leclerc à l'époque. Et elle a tweeté dimanche matin: la stratégie idéale pour Max Verstappen, c'est de s'arrêter au 7e tour pour forcer McLaren à choisir l'un de ses deux pilotes et à splitter. Ça veut dire que même à l'extérieur, lorsque l'on anticipe, on essaie d'établir le meilleur plan pour perturber McLaren, McLaren n'est pas parvenu à anticiper la stratégie élémentaire, à savoir voiture de sécurité, que se passe-t-il ? C'est une erreur monumentale. On n'y croit pas, Brice, aux explications de McLaren. C'est de la com de crise, c'est du maquillage qu'on fait chez McLaren. En fait, c'est une manière d'assumer les papaya rules. Mais c'est une manière de les assumer en montrant qu'elles ne sont pas faites pour gagner un titre pour un pilote. Et qu'elles sont parfaites pour gagner un titre constructeur et pour construire sur l'avenir avec deux pilotes, parce que c'est vrai que les pilotes, on a rarement vu quand même une écurie jouer le titre et deux pilotes qui s'entendent entre guillemets aussi bien jusqu'au bout. Donc là-dessus, on peut pas leur donner tort, par exemple, mais il n'y a pas de résultat pour le moment. Alors, il y aura certainement un résultat la semaine prochaine, mais comme le dit Hamza, il va pas falloir que cet arbre qui sera potentiellement le titre de champion du monde de Lando Norris ou d'Oscar Piastri cache la forêt monstrueuse qui est qu'ils auraient dû le faire avec 200 points d'avance. 200, allez, 100. 100 chacun, on va dire. On le disait la semaine dernière, l'écart entre aujourd'hui la tête du championnat et George Russell, c'est l'écart qu'on aurait dû avoir au vu de la performance de la McLaren cette saison. Et c'est l'écart est plus faible que l'écart qu'il y avait avec Max Verstappen à la mi-saison. C'est-à-dire que, et je te rappelle, depuis Miami 2024, Max Verstappen a toujours mis plus de points que les deux pilotes McLaren. 13 points, 13,50 points en moyenne de plus que les pilotes McLaren depuis la présente vente.
Ah oui, mais là je te parle même depuis le moment où la McLaren est plus forte depuis 18 mois. Oui, depuis 18 Max Verstappen a quand même mis plus de points. Mm. C'est quand même assez zinzin. Et là, ce qui est quand même fou, c'est qu'avec ce Grand Prix, pour la première fois, on se rend compte que jouer à 2 contre 1 est un désavantage. C'est-à-dire que c'est fou quand même. C'est dingue. On n'arrête pas de dire C'est vrai. que Max Verstappen est tout seul, que l'année dernière c'était un problème pour Red Bull, c'est pour ça qu'ils ont sorti Perez, etc. Rappelez-vous 2021, Hamilton est seul. Ouais, Il n'a pas Bottas à Abu Dhabi. tout à fait. Il n'a pas Bottas sur la fin de saison. Et c'est j'ai envie un de dire, problème. vraiment. Et c'est un problème pour Mercedes et pour Hamilton. Là, le fait d'être 2 fait s'en mêler les pinceaux à McLaren. Parce que dans chaque arrêt, on a dû demander à l'un d'être d'accord avec l'autre pour pouvoir faire une manœuvre qui allait au final handicaper l'un au profit de l'autre sans savoir. Enfin, c'est quand même un micmac sans précédent. Alors là, il y a quand même un truc où je veux me faire l'avocat du diable pour eux, c'est que c'est toujours plus facile à dire quand tu n'es pas les voitures de tête. C'est vrai. Pour moi, c'est pas un argument. Alors, Sur ce point-là bien précis, c'est pas un argument dans le sens où ça semblait tellement naturel de s'arrêter au 8e tour. je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas sur une situation à Abu Dhabi 2021 Oui, où tu as où deux- tu Non, oui, t'adaptes, où là effectivement, et je suis le premier à justement valoriser le fait que lorsque tu es en tête, c'est beaucoup plus compliqué, donc je suis aussi beaucoup plus indulgent avec une potentielle mauvaise décision, mais la mauvaise décision, tu le sais à la fin de la course, de toute façon c'est le résultat Non, moi qui je te t'amène. prends plus l'exemple de la Hongrie 2021. La décision de Lewis Hamilton devient mauvaise parce que tout le monde en prend une différente. Quand il part seul sur la grille, alors Voilà. que les autres pitent. C'est plus ça que je veux dire. C'est que pour moi, à ce moment-là, ils font ça, mais comme le dit Will Joseph dans une espèce de tentative de rattrapage de la situation désespérée, ils n'ont aucune flexibilité. Et c'est vrai qu'au moindre problème qui se passe en piste derrière, la situation se rééquilibre tout à fait. Puisque en fait, tout le monde va pouvoir se réarrêter. Mais tu dis ça parce que tu t'es planté en fait dans un premier temps. C'est pour ça que moi j'ai du mal à Non, prendre la au sérieux. justification immédiate. Oui, Tout de suite, immédiate, on lui oui, dit c'est tout la à fait. flexibilité C'est qui la va. flexibilité, mais en cas d'une En nouvelle, c'est ce qu'il dit Zagbrand, c'est en cas d'une nouvelle safety car. Mais si t'as, si Mais la tu t'es moindre déjà VSC, planté sur- moindre VSC. Oui. Complètement, mais si tu t'es déjà planté sur la première neutralisation, c'est toujours facile de se raccrocher, on va dire, C'est à pas- un potentiel ou une Eux, éventuelle. quand ils ne s'arrêtent pas, Au 7e tour ou 8e tour, j'appelle pas ça du plantage dans le sens où effectivement une voiture de sécurité ou une voiture de sécurité virtuelle dans les 13 tours ou 14 tours qui Et suivent, ça rééquilibre. effectivement ça rééquilibre. Et à Et- ce moment-là, c'est même McLaren qui a un avantage sur la raison. fraîcheur pneumatique. C'est vrai. Et personnellement, quand je vois à quel point il explose les polystyrènes de sécurité pour les distances de freinage, je me dis que potentiellement il y a drapeau rouge aussi. Mhm. Donc ils mettent la safety car. Moi à ce moment-là, sur le direct, je me dis C'est vrai. il y a peut-être drapeau rouge. Mhm. Donc il y a quand même des possibilités qui donnent. Enfin, c'est très facile a posteriori de dire McLaren a été éclaté au sol. Au vu des mathématiques, ils l'ont été. Mhm. Je suis bien d'accord. Moi- Par contre, quand il s'arrête pas, tu n'as aucune certitude que tout le paquet va s'arrêter derrière. La logique veut ça. Je suis d'accord. Mais en attendant, l'explication de ne pas ressortir dans le trafic, au final, si tu as 10 voitures qui ne s'arrêtent pas, elle est légitime. Et si tu te retrouves avec Esteban Ocon en tête du GP et parce qu'il s'est arrêté et il s'est pas arrêté et que les autres sont englués dans le trafic, on ne sait pas. Au moment où les McLaren passent la ligne, elles sont 1 et 3. Donc à partir de là, ils n'ont pas de référence derrière. La seule chose qu'ils peuvent faire éventuellement, c'est enlever la tête des ordis, regarder ce qui se passe en pit lane éventuellement. Ça, Non, la seule chose qu'ils peuvent surtout faire, c'est cette stratégie égalitaire qui est en place chez McLaren, ne pas l'appliquer. Parce qu'en fait, tu as Ah Oscar bah ça, oui. Piastri et Lando Norris qui ne sont pas dans la même situation. Complètement. Dans le cas de figure où seul McLaren s'arrête et tous les autres ne s'arrêtent pas, ce qui encore une fois semble ubuesque au vu de manière si naturelle, les autres écuries, lors des réactions d'après-course, te disaient que bah non, en fait, pour nous, c'était évident. Mhm. C'était évident, donc je comprends Oui, pas pourquoi c'est ce qu'a McLaren dit ne fait pas. Anna Schmitz. Regardez juste Mais les, tous. juste l'avis justement de Anna Schmitz, la responsable justement de la stratégie du côté de chez Red Bull. Elle a cette phrase qui est quand même assez folle. Elle dit c'est un avantage considérable de s'arrêter au stand sous voiture de sécurité quand on peut faire 2 arrêts. C'était une évidence pour nous et beaucoup de gens dans les stands étaient du même avis. Pendant le tour de rentrée, nous avons entendu oh McLaren reste en piste et tout le monde était en mode tu es sûr de vouloir le faire rentrer au stand en parlant de Max Oui. Verstappen. Et j'ai répondu oui, vraiment, j'étais sûr que c'était la bonne chose à faire. Réaction aussi de Laurent Mekies, c'était sur Canal+, qui Ah dit ouais. écoutez, on a vraiment... on n'a pas vraiment compris dans la décision de chez McLaren. C'était une surprise pour nous de ne pas les voir s'arrêter. Mais bon, c'est toujours facile après la course de décider quelle est la bonne stratégie. Nous, on s'attendait à ce que tout le monde s'arrête parce que c'était exactement le tour qui nous permettait d'aller au bout avec la limitation de 27 tours maximum par train de pneumatique. Les gars, en fait, pour
comprendre. On a compris. C'est vrai qu'on ne va pas taper sur McLaren dans le sens de savoir si c'est la bonne ou la mauvaise décision parce qu'elle a été prise à chaud. Non, mais c'est la mauvaise. On est en train, et c'est la mauvaise. Ils l'ont concédé. On l'a vu tout à l'heure dans les propos de Zak Brown et d'Andrea Stella. Moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi ils prennent cette décision de ne pas s'arrêter. On a vu à la déclat de Zak Brown et d'Andrea Stella tout à l'heure, beaucoup évoquer le fait de faire rentrer Lando Norris était un risque. Quand on connaît maintenant les intégrés, les Papaya Rules, on imagine bien qu'ils ne pouvaient pas splitter entre leurs deux pilotes, c'est-à-dire arrêter soit Piastri, soit Norris en même temps que Max Verstappen et décaler en stratégie l'autre pilote. Ça, c'est pas les Papaya Rules. Il fallait donc faire le double arrêt, le double stack. Pourquoi McLaren ne s'est pas risqué à ça ? Il y avait 4.5 au moment de l'intervention de la safety car. Il y a 4 secondes et demie d'écart entre Piastri premier et Norris à ce moment-là troisième. Après, on sait que l'écart tend à fondre à l'intervention, bien sûr, de cette safety car. Mais pourquoi ils n'ont pas pris le risque, les gars ? En fait, c'est simple. C'est que McLaren ne voulait pas compromettre la course de Lando Norris. Sauf qu'en décidant de ne pas compromettre la course de Lando Norris, McLaren a compromis le Grand Prix du Qatar. Si McLaren jouait un championnat du monde constructeur et que c'était extrêmement serré, McLaren, je pense, ne prend pas cette décision parce qu'il y a un championnat du monde. Mais à partir du moment où le championnat du monde constructeur est déjà dans la poche, est déjà validé et qu'aujourd'hui on se focalise uniquement sur Lando Norris et sur Oscar Piastri avec cette volonté, encore une fois, de donner les mêmes chances à tout le monde, ils ont décidé de ne pas sacrifier Lando Norris parce que quoi qu'il arrive, Lando Norris, dans cette situation, dans cette configuration, avec une safety car à ce moment-là, par rapport à sa position en piste, par rapport aux écarts avec les voitures derrière, Lando Norris était soit un petit perdant, soit un grand perdant de cette situation. Il ne pouvait pas être gagnant à mes yeux. Parce qu'au départ, dans la lecture que j'en fais de cette configuration au 8e tour, 7e, 8e tour, il ne pouvait pas être gagnant. Donc la décision, c'est quoi ? Est-ce que tu prends le risque d'arrêter Oscar Piastri, pour en revenir au cas de figure énoncé par Brice tout à l'heure, le cas de figure où les deux McLaren s'arrêtent, personne d'autre s'arrête. Seuls les deux McLaren s'arrêtent. Oscar Piastri, il a 7 secondes d'avance sur Andrea Kimi Antonelli qui est 4e. Oscar Piastri, s'il s'arrête, il ressort probablement aux alentours de la 9e, 10e place, autour d'Oli Berman, juste devant ou juste derrière. Ce qui est quand même très important d'être juste devant par rapport au train que formait le pilote Haas. Par contre, si personne ne s'arrête sauf les deux pilotes McLaren et que Lando Norris, lui, s'arrête, Lando Norris, il se retrouve beaucoup plus loin. Ce qui au final a fait la différence à plus grande échelle à la fin, mais sur le fait que Lando Norris il ressortait derrière et Sainz et Antonelli quand Piastri lui a pu après le premier relais se sortir de cette situation où il avait à dépasser en piste sur une piste où il est dur de dépasser avec un moteur Mercedes et une Williams déchargée. Donc effectivement on a vu les prémices de ça déjà avec cette stratégie là. Alors si tu le fais au moment où tout le monde est regroupé, effectivement Lando Norris aurait pu peut-être marquer 2 points ou 3 points sur ce Grand Prix là. Donc au final c'est une stratégie qui les paralyse. Et moi j'aimerais revenir aussi sur le départ parce que si Lando Norris ne perd pas cette position au départ, alors moi je lui en veux pas d'avoir perdu cette place là au départ dans le sens où c'est sale. L'intérieur au Qatar c'est extrêmement sale, aller plonger et défendre sur l'intérieur c'est super compliqué et surtout dans la gestion de son championnat. Oui, tout à perdre. Donc justement, ne pas prendre de risques. Tout à fait. On rappelle qu'avant la course, 3e place de Norris au Qatar, 3e place de Norris à Abu Dhabi, il est champion. Donc lui, dans cette optique-là, laisser passer entre guillemets Verstappen ou ne pas prendre le risque de défendre face à Verstappen, c'est la gestion logique de son championnat. Le seul souci, c'est qu'au moment où la safety car sort, il ne peut pas offrir à son équipe la possibilité de laisser entre lui et Piastri 10 voitures pour se permettre le double stack avec un petit peu de facilité. Parce que s'ils sont 1 et 2, Norris laisse partir un peu Piastri pour que derrière il puisse faire son arrêt. Les autres sont bloqués derrière Lando Norris. Ils gardent la distance de 10 voitures et ils ont la sécurité, même avec un pistolet un peu défaillant, de faire le double arrêt. Là, il y a Verstappen au milieu. Ils ne peuvent plus faire ça. C'est pas grave. C'est pas. Mais non, mais c'est pas grave. Mais non, on en a vu. Parce que t'es 1, 2, 3. Enfin, t'es 1 et 3 en l'occurrence avec Verstappen 2. L'objectif il y a pour plus Norris la place pour à ce passer. moment-là, c'est de ne pas perdre de place. C'est ça. C'est de ne pas perdre de place. Donc. Effectivement, la gestion du début de course avec le rythme, on voyait assez nettement que les 3 devant avaient un meilleur rythme. Antonelli essayait de suivre, mais que derrière, avec le train Alonso, avec Russell en plus qui se retrouve loin, George Russell qui se retrouve bouché par Alonso et par Adjar. Et par Antonelli. Antonelli, en fait, ne peut pas repartir des stands parce qu'il y a tout le monde qui rentre. Je parle des 7 premiers tours. La position de Russell, le départ raté de George Russell, en fait, ça t'élimine presque un concurrent au podium. C'est vrai. Donc finalement, il reste que Antonelli. Donc à ce moment-là, si tu les arrêtes tous les deux, encore une fois, sans savoir ce que vont faire les autres, tu peux
t'as beaucoup à perdre si personne ne s'arrête, mais encore une fois, au vu de l'évidence, et comme tout le monde, ou encore une fois, tu peux arrêter de Piastri, tu vois Verstappen s'arrêter, et tu t'adaptes aussi à ce que fait Max Verstappen, opposite ou Verstappen, ou pas d'ailleurs. En fait, il y a plusieurs stratégies qui auraient été possibles avec Lando Norris. Non, mais t'es d'accord qu'avec Mais les Lando Papayarous, Norris, Lando Norris, tu peux pas splitter la. Bah oui, non, mais si, bien sûr. je suis pas d'accord parce que au final les deux sont pas dans la même situation. Aujourd'hui, les deux sont dans une situation tellement différente que pour moi Norris doit copier ce que fait Verstappen et Piastri doit faire opposite to Verstappen. Piastri doit aller battre Verstappen, Norris doit défendre sur Verstappen. Donc à partir de là, tu peux tout à fait splitter les stratégies puisque c'est dans l'intérêt des deux pilotes d'avoir deux stratégies différentes. T'as plus ce traitement égal. Mais c'est pas dans l'intérêt de Égalitaire. la gestion des deux pilotes et de la gestion de McLaren. Voilà, Donc on y encore une revient. fois, McLaren est prisonnier de ses papayarouls, et McLaren est prisonnier de sa gestion des deux pilotes. Parce qu'effectivement, si Oscar Piastri, dans ce cas de figure-là, Oscar Piastri s'arrête, Oscar Piastri gagne la course. Il prend 25 points. Lando Norris, sur une stratégie opposée, il se trouve que il se retrouve en cinquième position, il termine 5e. Le nombre de points perdus par Lando Norris, il est colossal par rapport à Oscar Piastri. Et à la fin de la course, va gérer ton Lando Norris qui est furieux de la décision. Mais pourquoi vous avez arrêté Piastri et pas moi ? Pourquoi on n'est pas sur une stratégie similaire ? On a fait ça à Piastri finalement. Mais justement, Mais bien sûr, ça veut dire qu'en ne choisissant pas, McLaren a sacrifié Piastri. Exactement. On a vu par le passé les grandes années Mercedes, on a vu justement une écurie championne du monde effectuer un double arrêt à un moment crucial, réussir ce double arrêt. On a vu des équipes hier réaliser justement ce double arrêt juste après l'intervention de cette safety car. C'est trop risqué. Est-ce que McLaren a eu peur justement de sacrifier Norris ? C'est ça la question sous-jacente. On va mettre les pieds tout de suite. On n'est pas dans la théorie du complot, mais c'est le sentiment qu'on a justement. Si Lando Norris perd le titre sur le fait que Piastri a un arrêt long avec le pistolet, que lui doit attendre, qu'en plus de ça derrière faut ressortir avec tout le monde qui est dans la pit lane et qui ressort 14e et qu'à la fin il met 3 points. Oui. Mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est aussi la faute de mais Norris rappelle-toi d'avoir raté son dernier run de Q3 par exemple. Non, mais tout à fait. Mais rappelle-toi les phrases de Zach Brown. Leur démon à l'heure actuelle, ce n'est pas Max Verstappen, quoique ça devrait, c'est de faire perdre le titre à leur pilote. Et en pensant à tout ce qu'il faut ne pas faire pour handicaper leur pilote, ils ne pensent pas à ce qu'il faut faire pour aider leur pilote. Ce qui fait que là, on se retrouve dans une situation de paralysie où être deux est un handicap. Et derrière, Max Verstappen, il a tout loisir avec une Anna Schmidt au cerveau libéré, parce qu'il n'y a qu'un pilote à gérer, d'aller jouer avec les balls de McLaren. Mais surtout que Lando Norris, encore une fois, sur cette configuration-là, ça aurait été une prise de risque au vu du passif de McLaren avec les arrêts sur celui qui s'arrête juste après le premier. Souvent, on l'a eu à Monza notamment, et pas seulement, sur presque toute la seconde partie de saison, ou une première partie de seconde partie de saison. Ça aurait été risqué d'arrêter les deux en même temps. Que se passe-t-il si premier arrêt, Piastri, parfait, Lando Norris, il fait un arrêt de 10 secondes. Bien sûr. Piastri est premier, Norris potentiellement il est dernier. Et regarde, rien que l'arrêt de 2 secondes 7, de 3 secondes, 2 secondes 7 de Lando Norris comparé au 1.8 de Piastri change toute la donne. Parce que si Piastri fait pas son 1.8, il ressort pas devant Sainz et Antonelli. Alors que Norris, lui, il a un arrêt un poil plus long qui, derrière, fait qu'il a 2 mecs à passer. Et il n'en passe qu'un. Et heureusement, heureusement pour Norris, Antonelli a son problème. Et encore, heureusement que le premier arrêt de Norris est réussi parce qu'il lui permet de sortir devant Alonso. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, il avait un train avec Kadjar, avec Russell, avec tout le monde. Jusqu'à la 19e place. Avec le tracteur Alonso. Donc heureusement que Lando Norris, et d'ailleurs, ça on va y revenir, on va en parler dans le deuxième enseignement. Non mais parce que la finalité, la résultante, moi j'entends les risques que vous dites les gars, mais là le risque que McLaren a fait prendre à ses pilotes, c'est un 25 secondes de handicap à ne pas s'arrêter sous la safety car. Direct, au bout de 8 tours, il y avait 25 secondes de handicap. Après, encore une fois, quand tu vois le rythme de Piastri et de Norris au restart après la safety car, tu te dis que cette stratégie finalement, elle peut avoir du sens, c'est vrai. Elle peut avoir du sens. Ils vont pas se ressortir, ressortir premier et deuxième, Norris et Piastri, ou Piastri et Norris, mais tu te dis ils vont peut-être réussir à créer l'écart parce que les 3 premiers tours ils sont monstrueux par rapport à Verstappen, ça collait quasiment d'une seconde au tour. Ouais, c'est ça exactement. Mais ça dure pas. Hein. Voilà. Donc au début tu te dis parce que Verstappen gère aussi. Oui. Peut-être que cette stratégie elle peut être gagnante à ce moment-là, même si tu te doutes que 25 tours, ça te laisse même pas une dizaine de tours pour créer un écart assez important, mais avec le décalage pneumatique et surtout ce que l'on n'a pas évoqué, c'est que cette flexibilité voulue par McLaren, elle pouvait t'offrir un scénario où Piastri et Norris, Piastri ou Norris terminaient, pas en dur, mais en tendre. Oui, c'est vrai. Alors j'ai pas tenté le pari. Ouais, enfin quand tu vois l'état des pneus même durs
qui ont fait 15 tours sur la fin. Ouais, mais 25, C'était un gros pari 50, quand même, ça te reste 6-7 tours sur les tendres. Ah, mais dans ce sens-là, oui. Mais la stratégie a complètement changé parce qu'Oscar Piastri a pris les devants et dit non, là, il faut faire quelque chose et du coup, je vais tenter d'aller chercher Max. Pareil pour Norris, ils auraient pu essayer de l'arrêter plus tard avec des tendres pour passer plus facilement Antonelli, revenir et passer Antonelli. Après, le pneu à privilégier semblait être le dur sur la fin de course. Et notamment, on a entendu ceux qui avaient choisi le médium avaient un petit peu de graining. On referme ce premier enseignement. Pardon, mais joue vas-y. jusqu'au bout. Oui, avec la fameuse flexibilité, tente le pari au bout. Emmène, voilà, 50e tour. On va continuer de parler de McLaren, les gars. On a évoqué cette prise de décision malheureuse, en tout cas au 7e tour, qui a empêché Piastri de l'emporter. Piastri qui a été, on peut le dire, excellent, qui a rebondi enfin ce week-end et peut-être mis fin justement à une série de disettes qui durait depuis trop longtemps. Oscar Piastri, Losail, un circuit qui lui convenait mieux, avec du grip, un circuit aussi qui faisait la part belle aux qualités de sa McLaren, mais on a retrouvé ce Piastri cannibale, notamment lorsqu'il dispose du clean air. On a retrouvé le Piastri cannibale dès la séance d'essai libre, dès la séance aussi de qualification sprint, une véritable domination jusqu'à ce fameux 7e tour et cette prise de décision donc qui aura été malheureuse. C'est quand même la fin d'une disette, je le disais, 6 Grands Prix sans podium, 7 Grands Prix sans pole, et en même temps il y a ce paradoxe autour du week-end d'Oscar Piastri. Oui, on a retrouvé Oscar Piastri, mais oui, on l'a peut-être perdu. Est-ce que c'est pas lui le grand perdant justement de ce Grand Prix du Qatar? Ça nous laisse une impression un petit peu aigre-doux à Oscar Piastri, qui va être certes dans la position de Sébastien Vettel en 2010, comme tu l'as très très bien expliqué tout à l'heure. Il est le grand perdant de ce Grand Prix du Qatar parce qu'il a eu cette disette. Au-delà de ça, il termine devant Norris. Il est certes pas aidé par la strat du coup par rapport à Verstappen, mais concrètement, c'est pas parce que le prodige revient à son niveau qu'il faut oublier que pendant 6 Grands Prix ou 7 Grands Prix, il a payé son impossibilité à s'adapter à ces pistes-là, et que derrière, en fait, on ne doit pas lui redérouler le tapis rouge sous prétexte que ça revient, tu vois. Moi, c'est l'inverse que je te dirais, c'est que justement, je trouve que ça met le doigt sur aujourd'hui ce qui manque à Oscar Piastri pour aller au bout dans une lutte de championnat du monde. Non, mais je comprends pas trop ce que veut dire Brice, parce que moi, je parle que du Qatar. Sur la lutte du championnat à la fin de la saison, lorsque l'on fera le bilan pourquoi Piastri n'est pas champion, on reviendra sur cette série. Mais en l'occurrence, sur le Qatar, Norris doit gagner la course. Piastri doit gagner la course. Ah oui, ça t'es d'accord. Piastri ne gagne pas la course, c'est le grand perdant. Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on lui sort un peu les mouchoirs en mode il est revenu et il est pas aidé. Qu'on met un voile sur ce qui s'est passé sur les 6 ou 7 Grands Prix avant. Je comprends pas le rapport entre les 6 ou 7 derniers Grands Prix et ce que l'on a vu au Qatar. Factuellement, on a revu un Oscar Piastri performant aujourd'hui au Qatar. Si on avait eu le Piastri du Qatar sur les 6-7 derniers Grands Prix, évidemment qu'aujourd'hui il sera en tête du championnat. Mais la question n'est pas là, c'est que Piastri au Qatar a retrouvé le rythme, était le meilleur pilote, aurait dû gagner, n'a pas gagné, c'est le grand perdant. Ça n'empêche pas que, effectivement, sur ces dernières semaines, il est passé à côté de sa gestion de fin de saison et que ça lui coûte cher dans la lutte pour le titre. Mais Oscar Piastri, à l'issue du Qatar, aurait dû se retrouver avec 12 points de retard, je crois, sur Lando Norris, si McLaren ne se trompe pas. Il aurait dû avoir les points de Verstappen. Et c'est intéressant, moi je trouve que vos points de vue se complètent parce que c'est aussi intéressant. On a cherché à expliquer ces périodes de disette ces dernières semaines, et là quand tu le vois performer sur un circuit tel que celui du Qatar où il y a beaucoup de grippe, je trouve que ça donne un peu de crédit à ce qu'a pu être les explications d'ordre technique qui auraient pu nous être données, notamment par Andrea Stella ces dernières semaines. On a beaucoup insisté sur le momentum un petit peu psychologique, cette dynamique négative du côté d'Oscar Piastri. Il y a peut-être aussi une explication technique derrière tout ça, de pilotage pur même, entre guillemets, quand tu vois les prouesses qu'il est capable de faire du côté du Qatar ce week-end. C'est ce que je disais la semaine dernière, moi, la théorie de l'aspect psychologique du swap de Monza, je n'y souscris pas, ou je n'y souscris plus, parce que ça me semble tellement ubuesque qu'un pilote se débranche complètement, mette le switch, l'interrupteur sur le off pendant 2 mois à cause d'une consigne d'équipe qui, certes, vaut très cher au moment, et encore plus aujourd'hui au moment de faire les comptes. Mais je peux pas croire que ce soit ça. Donc oui, pour moi, il y avait une explication technique. Peut-être qu'on aura la raison à la fin de la saison, peut-être qu'on ne l'aura pas, mais... En attendant, c'est pas qu'une question de grippe. Tu regardes les 6 ou 7 courses qu'il y a eu, c'est pas que ça, quoi. Monza, c'est pas ça. Austin, c'est pas ça.
Austin est on l'a dit, en grande difficulté, Les boss. c'est le virage 1. Les boss. Et à tel point que McLaren l'avait fait rouler sur une vieille voiture pour justement essayer de s'adapter, trouver quelque chose. Oui, mais après, encore une fois, peut-être qu'on a un niveau d'exigence trop haut, mais quand tu te bats face à Max Verstappen, un trou d'air de 6 courses, parce que tu peux pas t'adapter à quelque chose, c'est impardonnable, tu vois. Enfin, je dis pas par rapport à nous, je dis par rapport au fait que tu te bats contre Max Verstappen. Donc là, tu as un trou comme ça. Certes, le Qatar est très bon, mais alors si tu te mets à performer un Grand Prix sur 7 depuis, c'est pas suffisant. Certes, il n'est pas aidé par McLaren, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il revient et qu'il est très fort. Franchement, le week-end est génial, que la course doit en être différente et du coup qu'on doit lui dérouler le tapis. Et là, je trouve que dire le pauvre. Quelque part, en fait, il aurait pu construire son... Enfin, à ce moment-là, Lando Norris aussi le pauvre par rapport à McLaren. Tu vois, il part 2, il finit 4, tu vois. Donc, certes, le week-end appartenait... Il part 2, il est 3e au premier virage. Oui, mais encore une fois, l'intérieur. De toute façon, il vaut mieux. C'est ce genre de piste. C'est comme Bahreïn, il faut se qualifier. Mais encore une fois, il faut se qualifier sur les gestion. Dans la lecture de la saison, il y a des. On peut pas tout mettre sur le même plan. Pour moi, ce qui se passe en piste, des erreurs en piste, ça arrive. On l'a vu dès le premier Grand Prix en Australie. L'Australie, le premier Grand Prix. Ouais. Dès l'Australie avec Oscar Piastri, les deux vont dehors. Une légère touche d'humidité. Lui, il se retrouve dans le bac à graffier. Non, il est dans l'herbe, je crois. Dans l'herbe, c'est ça. Alors que Norris, pour lui, ça passe. Il fait herbe puis herbe. Oui, exactement. Il se sort là et derrière, quand il revient sur la piste, il revient trop vite. Exactement. Il revient c'est vrai. Lando Norris, la casse moteur, malheureusement, c'est horrible à dire. Ça fait partie du sport automobile, ça fait partie de la Formule 1. Par contre, là où moi je suis beaucoup plus intransigeant, c'est avoir une écurie qui en plus est championne du monde mathématiquement de très loin. Quasiment le double de points. C'est fou. Et quand tu vois le classement et pilote. Et quand tu as cette même écurie qui, de par sa gestion, est un handicap pour ces deux pilotes, là pour moi c'est pas du tout le même plan. Parce que si tu places d'autres hommes à la tête de McLaren, la gestion de la fin de saison elle est totalement différente. T'as Lando Norris, et ça se trouve on se retrouve à Abu Dhabi avec juste une bataille Lando Norris Oscar Piastri. Ou Oscar Piastri. Un des deux parce pilotes que champions. depuis le début parce qu'on n'aurait jamais fait ce swap à Monza, parce que oui, parce ou que Lando Norris, peu importe. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce que l'on a en piste, les erreurs de pilotage en piste, ça fait partie de la Formule 1. Les casse-moteurs, malheureusement, ça fait partie de la Formule 1. Par contre, quand tu me dis qu'un swap à Monza, ça coûte pas 3 points, d'ailleurs, ça coûte 6 points. On a tendance à l'oublier. 3 moins 3, plus 3 moins 3. Parce que dans une lutte Norris-Verstappen, le plus 3 Norris, effectivement, c'est un 3 points. Mais lorsque c'est Norris contre Oscar Piastri, c'est plus 3 pour Norris, moins 3 pour Oscar Piastri. Donc ça fait 6 points. Et du coup, Piastri serait à 10 points. Oui, donc le fameux Antonelli, on se pose pas la question. Là aujourd'hui, 6 points, c'est Piastri qui gagne la course, Verstappen deuxième, Norris et Verstappen troisième. serait à 9. Exactement, et Piastri aurait... Enfin bref, les 9 de Barcelone. On fait le débat. On refera le fil de cette saison, on débriefera bien évidemment cette saison 2025 dans Paddock Pass. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, les gars. On a parlé un petit peu de Sébastien Vettel et 2010 tout à l'heure. Tu nous as rappelé l'histoire à juste titre, Hamza. Regardez, j'ai 2 déclarations d'Oscar Piastri à l'arrivée de cette course sur 2 médias différents, mais vous allez voir que le ton est tout à fait différent de celui de Lando Norris. On l'a vu très déçu Oscar Piastri hier. Il disait déjà sur Canal dans Formula One Le Mag, il dit c'est très douloureux avec le rythme que nous avions ce week-end. J'ai l'impression d'avoir piloté extrêmement bien. J'ai pas commis d'erreur et ne pas gagner la course à la fin, ça fait mal. Autre explication sur Sky Sports. C'est le débrief où il est passé juste avant. Je n'ai parlé à personne, mais je me sens vraiment nul. Comment vous pouvez l'imaginer? Je ne sais pas quoi dire. On n'a pas trouvé la bonne stratégie. Le rythme était très fort. Je n'ai rien fait de travers. C'est juste dommage. J'ai laissé la décision à l'équipe pour qu'ils choisissent la meilleure stratégie. Ils avaient plus d'infos que moi, mais voilà, 3 points de suspension. Les gars, il y a 2 choses qui m'intéressent moi, et on se projette là tout de suite sur la semaine prochaine et sur Abu Dhabi. Oscar Piastri, on l'a senti courroucé à l'arrivée de cette course. On l'a senti presque trahi, on va dire, par son équipe McLaren. Est-ce que ça peut pas le mettre justement dans un nouveau mindset un peu plus intéressant en vue de la dernière course où justement il va jouer pour sa pomme et peut-être ne penser qu'à lui, chose qu'il n'a pas assez fait, c'est aussi son erreur dans cette saison 2025. Et on va refaire appel à l'histoire, à 2010,
à 2007. Oscar Piastri, qui a 16 points de retard sur le leader, son coéquipier Lando Norris, il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Est-ce que justement, ça pourrait pas le pousser sur des stratégies un peu plus risquées, mais qui peuvent permettre de rapporter un petit peu plus? Est-ce que justement, ça va pas aussi l'éloigner des radars? Rappelez-vous 2010. Pourquoi Alonso s'était focalisé sur Weber parce que c'était le leader du championnat. Ouais, mais et avait oublié Alonso défendent la théorie. Oui, Alonso leader. Certains défendent la théorie que Mark Webber a été qui était deuxième au championnat. On le rappelle, Vettel était troisième et qu'on a envoyé Mark Webber justement sur Alonso pour libérer, je vais dire Oscar Piastri, Sébastien Vettel. On saura jamais s'il a une crevaison ou pas. Cette fameuse suspicion de l'époque. Là, t'es dans un cas de figure où dans ce principe d'égalité fait qu'à mes yeux, il n'y aura pas de stratégie différente, il n'y aura pas de stratégie extrême entre Oscar Piastri et Lando Norris. Et pour revenir, parce que moi, il y a s'il le demande, il y a le prisme McLaren dans un premier temps qui est évidemment intéressant, mais qui, bon, avec tout ce que l'on voit depuis le début de saison, on tourne parfois au ridicule. Et puis, tu as commencé ton introduction par une question simple. Est-ce qu'Oscar Piastri, il est libéré? Est-ce qu'Oscar Piastri, il va commencer à sortir les pecs? Exactement, bomber le torse. Il avait la possibilité de le faire au Qatar. Lorsqu'au 25e tour, McLaren demande au 24e tour, lorsque McLaren demande à Oscar Piastri, on va t'arrêter avant, est-ce que ça te va pour toi? Alors que la logique de course veut justement que dans une lutte pour un championnat face à ton coéquipier, pour rendre la tâche difficile à ton coéquipier, c'est Lando Norris qui s'arrête avant, parce que ce fameux 24e, 25e tour, ce fameux tour supplémentaire de Lando Norris, c'est peut-être ce qui lui permet de ressortir juste devant Alonso, qui n'est pas dans le trafic. Donc si à ce moment-là, Oscar Piastri il est dans un mindset de champion du monde, etc. À ce moment-là, il dit non, moi je m'arrête, ça m'avantage, ça m'arrange de m'arrêter après Lando Norris plutôt que de sacrifier. On est sur une écurie qui demande à Lando Norris quels sont les pneus à mettre pour Oscar Piastri. Je sais plus à quel Grand Prix c'était, mais c'est Mexique, non? Enfin, je veux dire, il y a le monde des ils ont pété un boulot, enfin, je veux dire, tu vois. Donc, en fait, toute la logique de ce qu'on a connu par le passé est difficilement applicable. La seule logique que tu es capable d'appliquer, c'est celle de 2007 et de voir qu'en fait deux pilotes qui luttent pour le titre, à force de pas faire de choix et à force de pas vouloir sacrifier des choses, au bout d'un moment ça privilégie la personne qui est seule. Là en l'occurrence, pas fait de choix. On n'était pas sur une gestion totalement équitable. En tout cas, il y a une partie du garage qui disait. En attendant, l'arrêt de Lewis Hamilton en Chine. Fernando Alonso, moi, l'arrêt de Lewis Hamilton en Chine, il est mal géré à cause de Fernando Alonso. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le climat nauséabond à partir de la Hongrie chez McLaren fait qu'on peut pas vraiment comparer sur ces principes d'égalité entre les deux pilotes. Il y a plus de friction en interne que ce qui se passe aujourd'hui chez McLaren. Andrea Stella, quand il est leader d'un championnat du monde et qu'il est ingénieur d'un certain Fernando Alonso en 2010, il le perd. Assassin. Surtout qu'il en gagne combien des courses à Alonso en 2010? 4, même pas plus, 3? Non mais rappelle-le, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas l'information, mais on en discutait hier en conférence de rédaction pour préparer cette émission. La dernière lutte à 3, du coup c'était à 4, mais la dernière lutte à 3 pour un titre impliquait du coup Fernando Alonso en 2010 et son ingénieur de course c'est Andrea Stella à ce moment-là. Et ça impliquait Mark Webber qui était deuxième au championnat, qui est manager de Oscar Piastri aujourd'hui. C'est dingue, hein. Et loser ultime, quoi. Oh, la réunion des champions. Ouais, terrible. Terrible. Il manque plus que Christian Horner qui revient, qui fait salut. Alors, la bonne strat, c'est ça. Les si gars, vous voulez le champion. On va en parler dans le troisième enseignement parce qu'on on va resserrer autour de cette lutte finale, justement, et de Max Verstappen. Mais vous allez le voir, je vous ai préparé un tableau sur les luttes à 3. Oscar Piastri, statistiquement, a le plus de chances d'être champion du monde. Dimanche prochain, ça paraît fou. Dans l'histoire, par rapport à. Dans l'histoire des luttes à 3. Parce que cette saison 2025 va nous offrir la 7e lutte à 3 de l'histoire du championnat. Et moi, ça j'y crois. Enfin, Oscar Piastri, champion du monde. Les configurations sont différentes. Oscar Piastri, champion du monde, ça passera forcément par une erreur ou un problème chez Lando Norris. Je n'y crois plus. Les scénarios. Vous n'y croyez plus au titre d'Oscar Piastri, les gars? Sauf problème stratégique qui peut arriver ou casse-moteur. Parce qu'encore une fois, on n'est même pas sur des configurations où Norris doit arriver 7e, 8e, peu importe. C'est même pas ça. C'est que le principe d'égalité, stratégie similaire entre les deux pilotes, sauf si demain, tu as Norris qui s'arrête avant, enfin demain, en l'occurrence dimanche, Norris s'arrête avant Piastri et Piastri dit bah non, moi je reste en piste et il force. Tu vois, il refuse l'arrêt et il tente quelque chose de différent. S'il vous plaît, faites-le. Mais ça viendra d'une initiative individuelle. Moi je vois pas McLaren dire ok Oscar, on va pousser ton relais de 15 tours, stratégie différente parce que la cible c'est pas Max Verstappen, c'est Lando Norris. Ils feront pas une Red Bull 2010. Ils peuvent se servir aussi. McLaren peut se servir de Piastri pour aider Norris dans la quête du titre aussi. S'il le veut. Les deux possibilités, c'est gagner Norris est 6e.
Donc c'est Ouais. c'est chaud quand même. Ouais. Hein. Et deuxième, Verstappen hors du podium, Norris plus loin que la 10e place. Oui, donc c'est abandon. Ça veut dire que ça croche, quoi. grosso modo. Oui, c'est abandon de Norris. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'y crois pas. Moi, ces deux possibilités-là, Ouais. Bon, écoute. c'est compliqué. Et encore une fois, chaque point compte dans un championnat du monde. Et je reviens sur Monza, les 6 points qui coûtent aujourd'hui très très cher. Et les 9 de Verstappen à Barcelone et, Ouais, mais est-ce que tu disais ça et l'année le crash, et le crash d'Antonelli Est-ce en que tu Autriche. disais ça Non, l'année ça, tu vois, dernière pour pardon. la Hongrie. Tu vois, pareil, Tu vois même cas de figure. Antonelli qui crache Verstappen, c'est un incident de course. C'est le sport automobile. Par contre, Max Verstappen qui utilise sa voiture comme une arme pour aller se rentrer dans George Russell, c'est pas du sport automobile, c'est pas de la course automobile, c'est juste un pilote qui disjoncte. Et alors toi tu dis 9, encore une fois, pour moi il en perd moins parce Peut-être que 8, 7. même s'il reste sur la course, il se fait dépasser probablement par d'autres pilotes derrière. On fera nos petits Et calculs s'il en perd 4 ou 5, d'apothicaire. ça coûte cher aussi. Quand on aura le résultat final dans une semaine, on pourra faire les petits calculs, voir où les uns ont perdu, voir les décisions qui ont coûté Mais quoi non, mais à en fait, qui. c'est facile de dire ça après, mais dans la gestion, si aujourd'hui Oscar Piastri n'a pas 16 points de retard, mais 10 points de retard, Ça il change n'aborde pas Abu Dhabi de la même manière. Exactement. Si Max Verstappen n'a pas 12 points de retard, mais en a 6, 7 ou 8, il n'aborde pas Abu Dhabi de la même manière. Donc c'est important d'en parler avant. Et Norris non plus d'ailleurs. Bien sûr, t'as raison, c'est vrai que c'est Norris aussi qui. Et on va en parler avec Verstappen et on va en parler du cas Antonelli hier qui nous a fait une petite frayeur. On s'est posé quelques questions. Mais parlons surtout de Max Verstappen. Les amis, Max Verstappen revient à la 2e place du championnat. Les Papaya Rules ont-elles finalement choisi leur camp avec Max Verstappen qui l'a emporté hier, sa 7e victoire dans la saison. Il a gagné autant que Piastri, autant que Norris. Alors, le week-end a commencé comme d'habitude avec cette RB21 qui a une fenêtre d'exploitation tellement fine que le vendredi, cette voiture est toujours un peu à la rue. Il faut trouver justement la plage optimale. Et justement, la question qu'on se pose quand on n'a qu'une seule séance d'essai libre, est-ce que ça ne donne pas des vendredis un peu trop difficiles pour les formats sprint? Malgré tout, Red Bull et Max Verstappen ont encore réussi à renverser la table dimanche en allant chercher justement cette 7e victoire, en profitant du fait qu'on puisse briser la règle du parc fermé pour trouver les réglages notamment optimum en vue de la course et des longs relais. Cette petite statistique qui fait froid dans le dos, il a repris 108 points à Piastri en 8 manches depuis Zandvoort, 13,50 en moyenne récupérée par week-end de Grand Prix. Revenir et parler quand même les gars de l'erreur d'Antonelli en fin de course. On rappelle que c'est bien une erreur, il n'a pas fait exprès, ce n'était pas téléguidé par Toto Wolff et Mercedes. Arrêtez tout de suite la théorie du complot, on a vu les images certes tardivement, mais on a pu quand même les consulter par la suite. Sur le moment, faut pas faire genre. Sur le moment, on était en mode. On était à chaud nous aussi. On s'est dit mais attends, le réalisateur ne monte pas à l'image, il y a forcément un T'as loup que dans la cette fin, t'as que la histoire. fin de l'image où t'as l'impression que c'est laissé passer. Et la radio de Lambiatse qui dit ouais t'inquiète, il l'a laissé passer en fait. Mais bref, d'un point de vue comptable en tout cas, ça change quand même beaucoup de choses. 12 points d'écart entre Verstappen et Norris au lieu de 10. Vous me voyez venir, si jamais Verstappen est terminé premier, que Piastri aurait été deuxième et Norris troisième, on aurait bien aimé voir ce qui aurait pu bien sûr se passer. Et puis deux constats qui sont quand même aussi importants dans cette lutte Verstappen-McLaren. La dynamique est clairement pour Red Bull, on l'a vu sur les prises de décision ces dernières semaines et les résultats. La pression est clairement sur McLaren. J'ai même envie de dire, et je reprends vos propos, je vous paraphrase, l'ascendant psychologique de Max Verstappen sur Lando Norris, on va sans doute beaucoup en parler dans cette semaine et beaucoup y penser dans ce week-end à Abu Dhabi. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas de consigne, qu'il n'y ait pas de préférence du côté de chez McLaren, est-ce que justement, comme vous nous l'expliquez depuis le début de cette saison, est-ce que ça ne va pas rendre les choses encore plus simples pour Max Verstappen? Moi j'en doutais il y a encore quelques mois, Max Verstappen s'offre une finale les gars, est-ce qu'on n'est pas parti pour un titre historique? Juste, je me permets Vas-y. un correctif. Pour moi, McLaren, il a pas Verstappen n'a pas un avantage, un ascendant psychologique sur Norris, mais sur McLaren. Ok. L'ensemble de l'équipe. Les deux non. Les deux, mon général, un peu. Principalement sur l'écurie, tout ce qui est Parce que quand stratégie tu vois aujourd'hui. la Le seul dans avantage qu'il n'a pas, c'est la voiture. En fait, ce qui est fou, c'est que Max Verstappen, il cible dans ses déclarations, chacune de ses déclarations Sur Lando Norris. est calculée Non. pour McLaren, pas Lando Norris. Yep, McLaren. another one. Quand il dit ça hier. Exactement. Quand Hier, il dit ça hier. c'est avec le sourire, il dit, on lui pose la question, est-ce que vous attendiez à une erreur de nos... Je crois que c'est ça la question de McLaren. Il dit ouais, bah. Non, encore vous une avez erreur. dit qu'il faudrait des erreurs de McLaren parce que vous, Oui. concrètement, voilà. Oui. Et est-ce que ça en était une? Yep, another one. Avec le sourire. Non mais c'est fou. Chacune de ces déclarations avec le ton qui va avec, c'est un tir à McLaren. Ah et ouais, chez ouais. McLaren, à chaque fois que l'on voit une déclaration pareille, moi je suis persuadé que
il y a un stress supplémentaire qui arrive. Mais alors, on va le voir avec des déclats, c'est très intéressant ce que tu dis, mais vous n'avez pas l'impression non plus que dans les batailles rapprochées qu'on a pu avoir entre Verstappen et Norris, on avait l'impression justement que Max Verstappen avait l'ascendant sur, il a toujours. sur Lando Norris. Il a surtout les pilotes sauf Charles Leclerc. Donc, Oui, c'est vrai. Non, sur Oscar Piastri, on avait vu en début de saison que. C'est vrai. L'approche était un peu C'était- différente. Ouais, mais c'était en tout début de saison. Là, Ouais, j'ai ouais. envie de voir la bataille entre les deux. Après, Mais Piastri moi- n'a rien à perdre. donc Moi il faut hier, mieux- je vois le Norris le plus fébrile que j'ai vu depuis 6 mois dans le pilotage. Alors, je sais pas si le grip était Il a manquant, failli perdre etc. la voiture assez Non, violemment. mais il y a quelques erreurs. Il recommence à être un peu fébrile en qualif sur les moments clés. Sur les départs, il recommence à avoir son petit truc. Je dis, c'est un épiphénomène parce que c'est allé beaucoup mieux et c'est juste le Qatar. Mais tu peux pas t'empêcher forcément de penser au lien avec le fait de devoir sauver l'avance qu'il a. Je pense qu'il a eu le cœur qui est monté à 2000 quand l'arrière a snappé dans le secteur 2 hier, tu vois. Et tu vois, la différence, c'est que Lando Norris, j'ai suivi ses chronos justement dans les tours qui ont suivi, il lâchait quelques centièmes ou quelques dixièmes par secteur. Là où Oscar Piastri, il fait la même erreur et il est toujours pied au plancher à fond. Mais tout ils de n'ont suite. pas les mêmes objectifs. Hein. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir Norris, c'est la peur de perdre. Ah oui, oui. l'approche, voilà ça, l'approche n'est pas la même quand tu as 24 points d'avance à 2 grands prix de la fin et lorsque tu arrives justement avec un total un peu plus réduit et sur la manche finale. Ah putain, un A380 qui arrive derrière toi et qui a les mâchoires énormes et qui a envie de te bouffer. Enfin, je peux La comprendre. 380, c'est le pilote, c'est pas la voiture. hein. Ah si, parce qu'elle est un peu pataude. Elle est un peu pataude. On parlait de cette guerre psychologique, les gars, sur justement cette lutte Verstappen-McLaren. Regardez ces déclarations de Zak Brown. C'était dans un podcast qui s'appelle Sports Agents, podcast américain, si je dis pas de bêtises. Et Zak Brown a cette déclaration, justement, on est jeudi, juste avant le week-end de Grand Prix. Il dit, il est comme ce gars, en parlant de Max Verstappen, il est comme ce gars dans les films d'horreur. Au moment où vous pensez qu'il ne reviendra plus, il est de retour. Et La déclat de Max en conférence de presse derrière, elle est Exactement. folle. Et la réponse de Max Verstappen, on est en conférence de presse lors du Media Day, donc c'est-à-dire jeudi, et Max Verstappen dit il peut m'appeler Chucky. Donc tu vois, non mais c'est fou quand même. C'est-à-dire que on se rappelle, moi je sais pas, je faisais le parallèle les gars, vous savez dans cette guerre psychologique, même si les circonstances étaient encore différentes, c'était une autre saison, mais la guerre psychologique, Red Bull, Mercedes en 2021, où on s'envoyait missile sur missile et personne ne voulait montrer la moindre faiblesse. Là quand tu vois la guerre, de McLaren ils communication, offrent. Zak Brown, il donne des il monte les munitions. cibles. Il monte les cibles. Alors c'est là que tu peux tirer. Fou. c'est Vas-y. dingue. C'est vrai que Max nous fait un peu peur. Yeah, I'm Chucky. Vraiment, je sais pas si vous avez. Il y a un compte Instagram qui fait le Grand Prix Red Bull Show à tous les Grands Prix et ils prennent les meilleurs déclats de Max, que ce soit en conf, après les qualifs, etc. Et ça fait 4 ou 5 Grands Prix que Max se régale à envoyer des tirs phénoménaux à McLaren. Et là, au Qatar. Mais c'est fou là- parce que toute la semaine, Zak Brown, Andrea Stella, ils offrent juste un tapis de réponse à Max Verstappen. Ils sont en train de perdre la guerre de la communication en communiquant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent leur dire dis ça, comme ça nous on garde notre image. Le et tu vois, problème- t'as Stella et Zak Brown qui sont assis l'un et l'autre côte à côte et qui disent oui, alors nous on s'en fout de gagner. Ce qui est important, c'est que l'esprit McLaren soit là. Mais il va faire de la pétanque. Sauf que McLaren n'est pas imperméable à cette communication, à cette pression mais non. qu'engendre cette communication. Et les pilotes C'est ça qui aussi. est terrible. Et là, on va avoir j'imagine que la Formule 1 va bien faire les choses. On va avoir certainement une conférence de presse à 3 Oui. avec Norris, Oui. Piastri et Verstappen jeudi. On va avoir le trophée. J'imagine qu'on va avoir J'imagine qu'on va avoir une conférence de presse avec Zak Brown et ou Andrea Stella et Laurent Mekies dans la même pièce. Alors j'ai l'impression que Laurent Mekies, il est pas totalement dans cet aspect taquin. Il commence à s'y mettre quand même. Hier mais on soir, est pas- Mais sérieusement. la première chose qu'il dit, c'est on l'a pas compris. On l'a pas Oui, compris. non, mais là c'est factuel. On n'est pas sur un Christian Horner qui n'hésite pas C'est à vrai, mettre c'est des vrai. tirs, même C'est un gratos. autre Tu vois. genre, t'as raison, c'est Moi, un autre genre. j'enverrai Lambiadze, tu vois. Attends, Lambiadze et Max Non, mais et attends. Joseph et Norris. non, mais attends, parce que même Anna Schmidt s'y met. Tu vois, la très policée Anna Schmitz, je veux dire, matière grise, tous. gestionnaire de la stratégie. Hier, elle, est Et quand même, pareil. elle a fait tous les médias quasiment. On vous a donné, exhumé l'extrait sur, je crois que c'était sur la F1 Et pardon, TV. mais le fait que ce soit elle qui Oui, soulève le ouais, c'est ce que trophée j'allais dire. constructeur, Ouais. c'est un symbole. énorme. aussi. Le C'est message que t'envoies à McLaren. Le message que t'envoies, Exactement. genre regardez, on a une équipe. Exactement. Franchement, j'ai trouvé ça masterclass. Ah Genre, ouais, l'image, sur le elle est podium, folle t'as hier. Piastri, t'as Max Verstappen et t'as Anna Schmidt. Ouais, bah on a réfléchi quoi. Ouais, on a travaillé avec notre C'est- cerveau. Mais regarde ce qu'elle dit
dit Anna Schmitz hier, c'est toi Mzaler qui nous a exhumé cette décla. C'était pour Autosport, elle dit « Je pense que McLaren se met dans une situation compliquée à vouloir traiter ses pilotes sur un parfait pied d'égalité. Je devine aussi qu'on peut tirer un certain avantage de cette situation. » Oui. Je te rends compte si elle dit ça aux médias, qu'est-ce qu'elle dit en interne à ses copains de chez Red Bull? Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les faiblesses de McLaren qu'elle utilise aux yeux du monde. Ou du monde de la Formule 1, au moins. Ouais. Les gars, ce petit tableau. Ah non, attendez, juste on revient sur un truc. Antonelli hier. Parce qu'on va dissiper toute théorie du complot. Parce que même nous, j'avoue, on a été dedans quand le réalisateur ne montre pas l'image. La seule séquence qu'on voit, c'est Antonelli dans un endroit complètement à l'extérieur, là où il ne devrait jamais être à cet endroit du circuit. Pas de... Lent. Voilà, lent, pas de ralenti. Et tu vois pas le snap, tu vois pas la voiture louvoyer. Et du coup, tu te dis juste, il s'est écarté. Et tu n'as que la radio de Lambiadze qui dit ouais, t'inquiète, il l'a laissé passer. Et le fait qu'il a un moteur Mercedes. Lambiadze, ça c'est un discours de rageux entre guillemets. Non, moi, sincèrement, à aucun moment j'ai pensé que Antonelli s'était écarté, mais je craignais plutôt un problème technique. Moi, j'ai pas tu compris. vois la voiture au ralenti, sauf qu'après, tu vois, en plus, il termine quand même à 5 secondes en l'espace de 2 tours. Mais après, il avait les pneus flingués. Il n'a plus du tout de grippe. On le voit. Il la perd à l'entrée du virage, dans le virage, à la sortie. En fait, c'est parce qu'il la perd à l'entrée qu'il est en galère. Non, mais il la perd 5 fois sur les 10 virages d'avant. Enfin, vraiment, c'est très compliqué. La seule manière où il s'en sort, c'est qu'il arrive à bien ressortir du dernier et du coup à mettre Lando Norris à une distance suffisante. Très sincèrement, moi, je le dis en toute transparence, moi, là, j'ai vécu ce dépassement de Lando Norris, en tout cas sa terreur d'Antonelli. Je vous l'ai dit et je le dis à tout le monde, j'ai aucun mal avec ça. Vous voyez Paul Le Guen qui commente la remontada, le non, bah c'était pareil. C'était pareil parce que moi tout de suite, à partir du moment où je vois Norris 5e, dans ma tête les calculs sont faits, c'est que Norris 3e, Verstappen 1er. Verstappen au nombre de victoires et champion du monde. En fait, ça aurait donné le vainqueur potentiellement champion du monde. Et là, on va arriver sur l'enseignement 4, mais on n'a pas besoin, si tu veux, d'avoir un intermédiaire ou un autre pilote qui entre dans la lutte pour avoir une lutte finale jusqu'au dernier tour. Ça veut dire que là, tu avais potentiellement un cas de figure où tu avais Verstappen, Piastri, Norris, les 3 aux 3 premières places, et ça te donnait un champion du monde différent où ça pouvait se jouer sur des coups de roue. Et avec tout ce qu'on vient de dire, tu voulais voir le cas de figure bien Piastri sûr. et devant Norris et voir quelle décision aurait pris McLaren. Est-ce qu'il demande à Piastri de laisser passer Norris? Est-ce que Piastri aurait accepté? Là, le scénariste de la Formule 1 nous aurait encore plus régalé. Ça peut arriver. Je voulais juste exhumer, je voulais vous montrer le petit tableau, les gars. Je vous disais 7e lutte au titre à 3 avant le dernier Grand Prix, même s'il y a une petite exception dans ce tableau. Bon, on est remonté jusqu'à 58. Ah oui, j'ai peu du Maroc. Hawthorne était en tête et avait terminé en tête. 64, Surtees qui était P2, eh bien, avant le dernier Grand Prix, avait coiffé Graham Hill sur le poteau. Fittipaldi premier, il termine premier après les États-Unis. Bon, il y a des circonstances qui sont complètement différentes. Prost deuxième, il est champion dans les circonstances qu'on connaît justement en 86. 2007, c'est Raikkonen troisième qui est champion du monde. Je te coupe sur 2007. Sachez que si on met les critères de points, le barème de points aujourd'hui, sachez que Kimi Raikkonen, je crois, aurait 12 points, avait 12 points de retard avant le Brésil. Donc comme Verstappen aujourd'hui. Et il en va de même pour les années 58, 64, 74. Le système métrique n'était pas du tout le même. La victoire était à 9 points par exemple. Bref, oui, bien sûr. C'est complètement différent. Mais je voulais juste vous montrer que être premier avant le dernier Grand Prix d'une lutte à 3, c'est pas systématique d'une victoire, on va dire, finale au championnat du monde. Je voulais quand même saluer aussi les progrès d'Alpine parce qu'ils sont quasiment à hauteur d'une 3e au championnat du monde en 58 en termes de points. Ce qui veut dire justement que quand tu finis dernier d'un championnat du monde et que tu as des points, faut peut-être mettre les choses un peu en perspective parce que c'est quand même assez fort ce qu'ils réalisent. Gratuit. Toujours un peu plus loin dans l'histoire cette saison 2025. C'est gratuit, c'est bas. Ah mais l'autre. Le gars qui a dit Alpine pendant 18 mois là. En vrai, c'est des sujets dont on a dit on ne parlerait plus avant le conseil de classe et avant 2026. Il y a Alpine, il y a Lewis Hamilton, il y a Ferrari, il y a beaucoup de sujets. Il y a des sujets poubelles, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de sujets. Mais là, il y a un enseignement 4 où on va essayer de déterminer qui peut rentrer dans cette lutte. Exactement. Ça se trouve, t'es pas à l'abri que ce soit Franco Colapinto qui ait flingué le titre d'un des gars. Bon, on verra. On passe justement à ce 4e enseignement. Les outsiders. Qui peut être l'arbitre justement de cette lutte finale, cette bataille finale qui aura lieu la semaine prochaine, on le rappelle, du côté d'Abu Dhabi. Déjà, on va se pencher sur ceux qui ont été les arbitres, ceux qui ont performé dans le cadre de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Saluer la performance de Carlos Sainz, les amis. 10 ans qu'un pilote Williams n'avait pas signé 2 podiums dans la
même saison. Il faut remonter à 2015 au duo Massa-Bottas qui avait offert un total de 4 podiums, mais c'était dans des circonstances différentes où un moteur Mercedes dominait. Et Williams finit 3e au championnat du monde. Et Williams finit 3e au championnat du monde. Bravo Carlos Sainz. Quand il arrêtera sa carrière, ce garçon-là, on refera le fil de l'histoire quand même pour lui donner une place honorable dans l'histoire moderne de la Formule 1, parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il a encore réalisé hier. Russell et Antonelli, est-ce que c'est pas là la principale menace, avec une Mercedes qui semble quand même s'inviter sur ces derniers Grands Prix, sur cette deuxième partie de saison, dans la lutte, dans les accessites au podium, dans les places, on va dire, à gros points. J'ai même envie de vous dire, et je vais faire polémique, je sais, on va aller un peu plus loin, quid de Tsunoda, qu'on a vu beaucoup plus performant en qualification sprint, notamment vendredi soir. Et quid des Racing Bulls en plastique? Je reprends l'expression de Isaac Hadjar qui m'a fumé de rire hier dans l'émission de Formula One de Canal+. On rappelle que demain, mardi, normalement, Red Bull l'a confirmé, on devrait avoir l'identité des 2 pilotes Red Bull. On devrait avoir Isaac Hadjar à côté de Max Verstappen, on va pas se mentir, et on devrait avoir l'identité des 2 pilotes Racing Bull. Est-ce que justement on pourrait pas mettre en place un jeu de famille? Il aurait peut-être fallu attendre une semaine pour cette annonce. Exactement, parce que derrière ça peut mettre un petit peu de pression, on va dire. Et surtout, ça. Et Tsunoda, exactement. le démotivé. Si Tsunoda n'est pas gardé, en effet, est-ce qu'il va jouer le jeu jusqu'au bout? Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu de famille qui peut se mettre en place? Et puis, je vous ai mis le 4e point, mais on n'en parlera pas, on l'a dit tout à l'heure, parce que Ferrari est complètement hors jeu pour être justement l'arbitre de cette décision au titre. Qui sera le nouveau Vitaly Petrov dans cette année 2025? Moi, il faut que j'aille vite, donc je vais vous le dire. Je ne vois que les Mercedes pour avoir ce rôle-là de façon régulière, à la régulière. Beaucoup de pilotes cette saison et beaucoup d'écuries ont montré une performance inattendue, que ce soit dans le positif ou le négatif. Je pense que même les Sauber peuvent s'inviter à cette lutte 4e, 5e place à certains moments par irrégularité, mais si on se dit que potentiellement on veut placer une personne en 4e position pour voir si cette lutte est faisable et qu'à la régulière justement il y a encore une bataille pour le titre, à ce moment-là oui, je ne parle que des Mercedes. Vraiment je peux y inclure les Williams, parce que sincèrement la Williams c'est incroyable, qu'on va décharger forcément avec ce circuit qui est de plus en plus ligne droite. Heureusement qu'il faut arrêter le développement le plus tôt possible d'ailleurs. Ouais, vraiment. Mais je ne vois que les Williams pour venir. Les Williams à l'irrégulière et les Mercedes à la régulière pour venir taper une 4e position. Maintenant, il y a pas mal de belligérants pour le top 10 cette saison qui arrivent au vu des écarts à se positionner, mais je vois que ça. Ça va dépendre de la qualification. On voit que George Russell, qui rate son départ au Qatar, qui se retrouve dans le trafic, n'arrive pas à dépasser ni Hadjar ni Alonso, et qu'au moment où Hadjar a son problème mécanique en toute fin de course, Russell il gagne 1 seconde au tour. Donc il y a une gestion du trafic aussi qui va être importante. C'est pour ça que dans l'optique d'un spectacle jusqu'au bout, il faut espérer avoir Piastri, Norris, Verstappen évidemment dans les 3 ou 4 premiers, et avoir aussi du Russell, avoir aussi du Antonelli qui a battu George Russell lors de 3 des 4 dernières courses. Donc ça veut dire qu'Antonelli aussi commence à redevenir performant, et puis après il y aura peut-être un autre couteau, je pense à Carlos Sainz, ça peut effectivement, je pense peut-être au Ferrari, mais bon ça j'y crois Isaac, pas trop. les gars, si Isaac il est officialisé mardi, il y a le théorème, l'homme du top 6. Sa voiture reste la voiture. Hein. Non mais l'homme, top 6. Mais une bonne qualification c'est possible. On l'a déjà vu faire 6e en qualification. Oui, bien sûr. Sur une stratégie décalée où Norris s'arrête et se retrouve derrière Isaac. Rappelez-vous Hamilton 2021. Exactement. Ce qui permet à Verstappen de s'arrêter, c'est parce que Hamilton il est gêné par Sergio Pérez. Enfin, ce qui permet, ce qui empêche plutôt Hamilton de s'arrêter, c'est qu'Hamilton est gêné par Pérez sur une stratégie décalée. Là, il y a potentiellement 3 voitures qui vont s'arrêter plus tard que prévu pour essayer de faire un bouchon à Lando Norris. Potentiellement. Ça va dépendre de la qualif aussi. Oui, mais ils peuvent arriver avec 3 missiles qui seront là pour parader et bloquer l'accès à la piste. D'habitude, la qualif la plus importante, c'est Monaco, c'est Singapour. Là, ça devient. Là, cette année, la Q3, samedi, la Q3, elle risque d'être exceptionnelle. La Q2 déjà, t'as raison. Ouais. Parce que ça va éliminer des pions. Ça va éliminer des pions. Pardon, excusez-moi, c'était gratos et j'aurais pas dû. C'est pas gratos, au bout d'un moment ça va. Mais un pilote il a coûté plus de 2 millions de points. Comme Carlos Sainz, ça peut aussi arriver. Peut-être pas sur une lutte pour le podium, là j'y crois peut-être un peu moins. Mais effectivement, sur un momentum de course, venir gêner Lando Norris, Oscar Piastri ou Max Verstappen, ça peut arriver. Depuis Monza, Sainz c'est 48-9 sur Alex Albon. Et Williams, là, il revient quasiment à hauteur de points d'Albon. Hein. Ouais. Et Williams a mis autant de points que Ferrari.
Et Williams a sécurisé sa 5e place au constructeur. C'est quand même une dinguerie. Rien à rajouter sur les outsiders, les gars. On regarde justement ce petit classement avant de se quitter. Elle va être longue d'ailleurs, cette petite pause qui nous attend jusqu'à Abu Dhabi. Elle va nous paraître longue en termes de ressenti parce qu'on a tellement hâte d'y être. Regardez le point comptable justement, classement pilote, classement constructeur. Chez les pilotes, forcément, ça se resserre. Les trois premiers compris en 16 points avec cet écart 4 plus 8. On est à 12 points entre Norris et Verstappen, 16 points entre Norris et Piastri. Lutte à 3 donc pour ce dernier Grand Prix. Sainz en effet qui revient à 9 points de Alex Albon, et on rappelle qu'Isaac Hadjar est toujours présent dans le top 10. Et Antonelli peut passer Hamilton à Abu Dhabi. Et Antonelli peut passer, le symbole serait très très fort en effet pour Antonelli. Après que Hamilton ait passé Russell à Abu Dhabi l'année dernière sur une organisation magnifique de la part de Mercedes, peut-être qu'il va lui rendre l'appareil. Il pourrait lui rendre la monnaie de sa pièce. Et puis on regarde aussi les enjeux au constructeur, vous en avez parlé la dernière fois. C'est dans le midfield désormais qu'il va falloir départager ces équipes. Déjà entre Mercedes, Red Bull et Ferrari. La messe est dite pour Ferrari, mais il faudra départager Mercedes et Red Bull à la fin de cette course. Et puis tu l'as dit, Williams s'est mis à l'abri. La lutte qui va nous intéresser désormais, c'est Aston Martin, Haas et why not Kick Sauber. Voilà, mais en tout cas on a une photographie assez claire de la situation comptable de cette saison. On notera d'ailleurs que Max Verstappen a mis plus de points que Ferrari dans cette saison. Je sais que vous aimez bien toujours les petits comparatifs qui n'ont pas de sens, mais qui en disent long en tout cas sur cette saison 2025. Merci les gars. Quelle est votre juste la dernière question que j'ai envie de vous poser? Comment vous allez meubler cette semaine en attendant le finish, la finale de dingue qui va nous attendre la semaine prochaine? Je vais bosser. On travaille. Je vais bosser. Question con. Crois-moi, le vendredi arrive assez vite, vu tout le taf qu'il y a à faire. C'est pas faux. Et on sera là la semaine prochaine avec un champion du monde, les amis. Alors, on sera pas là en plateau, mais on connaîtra son identité et on sera là pour débriefer justement dans Paddock Pass un Grand Prix d'Abu Dhabi qui s'annonce d'ores et déjà palpitant. Soyez avec nous, passez le mot à vos copains. Les pistonnés sont de retour, ils ont changé de nom, mais l'esprit reste le même. Ils sont sur RMC Sport en exclusivité sur la chaîne YouTube. On remercie toute l'équipe régie d'RMC de nous avoir accompagnés pour la préparation de cette émission et on va les laisser se reposer parce que la semaine prochaine, ça va être du grand art, les amis. Prenez des forces, à la semaine prochaine. Vive la F1, on va se régaler. Merci Hamza, merci Brice, ciao. Ciao.